un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette formation consacrée à l'ingénierie des inondations à travers la modélisation hydrologique et hydraulique. Je me nomme Salima Salifou Mounira et j'aurai le plaisir d'être votre modératrice au cours de cette session. L'eau est source de vie, mais lorsqu'elle quitte son chemin, elle devient source de défis. La comprendre. C'est chez qui? Salam alaikum, salut, ça va? Donc j'espère que le son est clair. Est-ce que vous m'écoutez bien, s'il vous plaît? Seigneur et Créateur, Monsieur Ayoub, qui partagera avec nous son expertise et profitant pleinement de ce moment d'apprentissage. Monsieur Ayoub, la scène Oui? virtuelle est à vous. À vous la parole, à nous l'écoute et à tous la découverte. Merci d'étendre vos micros et Ok. de nous écouter. Ok, merci, merci. Donc j'espère que le son est clair d'abord. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, avant de commencer? Donc c'est bon? Oui, oui, le son est bon de mon Très côté. bien, parfait, parfait. Donc je dois juste vérifier avant de commencer, bien sûr. Alors voilà. Donc avant de commencer, bien sûr, avant de parler sur le thème de ce séminaire qui va illustrer l'importance et l'utilité de l'ingénierie des inondations euh, au niveau, bien sûr, que ce soit au niveau des projets urbanistiques ou bien des projets industriels ou bien des projets donc, touristiques ou bien des projets d'infrastructure de base. Donc avant de commencer et avant de parler notamment sur l'apport et l'intervention de la modélisation, bien les calculs hydrologiques et les calculs hydrauliques dans les différents secteurs du projet, je vais commencer premièrement une petite présentation comme ça. Alors, je m'appelle Bouchali Ayoub, je suis un formateur expert hydraulicien hydrologue. J'ai plus de 11 ans d'expérience au niveau des études hydrologiques et hydrauliques. Mon domaine principal, c'est les études de protection contre les inondations. Et quand on parle sur les études de protection contre les inondations, on parle principalement sur tout ce qui est visite et diagnostic des terrains, tout ce qui est élaboration des calculs hydrologiques, que ce soit par les formules empiriques ou bien par les formules de transposition, voire parfois on peut aller jusqu'à l'élaboration des modèles hydrologiques plus débits, plus poussés. C'est ce qu'on appelle les modèles globaux ou bien les modèles hydrologiques spatialisés. Également, on peut évoquer dans les études de protection contre les inondations, on peut prévoir ce qu'on appelle les calculs hydrauliques, bien la phase des études hydrauliques, que ce soit donc par une modélisation hydraulique 1D, ou bien 2D, ou bien une modélisation hydraulique couplée 1D, 2D. Vers la fin, donc, je me concentre sur la proposition des aménagements de protection, la conception et le dimensionnement des aménagements de protection adéquats, tenant compte bien sûr des contraintes du site étudié. Voilà, donc ça c'est mon domaine principal d'intervention. Également ici au Maroc, j'ai commencé à chapeauter des projets dans le cadre de ce qu'on appelle les PPRI. Ce sont des nouvelles études au Maroc. C'est ce qu'on appelle les plans de prévention à risque des inondations. Donc, on ne parle plus maintenant sur des études de protection, mais on a dépassé ce qu'on appelle l'étude de protection jusqu'à ce qu'on appelle la prévention. Et là également, je vais traiter la différence entre les deux, parce que il y a une grande différence entre les études de protection et ce qu'on appelle les PPRI. Et quand on parle sur les PPRI, c'est un règlement qui oriente et qui anticipe bien sûr
la réalisation des projets industriels, urbanistiques, d'infrastructures de base ou bien touristiques. On va également évoquer la différence entre les deux dans le séminaire. Également, j'ai travaillé sur les études des barrages et notamment ici au Maroc, j'ai travaillé sur, même à l'échelle internationale, surtout au niveau des États-Unis, on a travaillé sur ce qu'on appelle des études de propagation des ondes de rupture et des lâchers en aval d'un barrage. Donc parfois, on est obligé donc d'évaluer donc le fonctionnement hydrologique à l'aval du barrage, comme quoi pour proposer bien sûr des aménagements de protection pour pallier au problème des inondations en aval des barrages. Parce que vous savez, la rupture d'un barrage peut avaler des villes. Hein. Ça dépend bien sûr des dimensions de la taille du barrage. Donc c'est essentiel de passer par ces études spéciaux de modélisation des ondes de rupture des barrages. Voilà. Donc également, j'ai formé plusieurs participants. Donc, c'est plus de 500, voire c'est 600 ingénieurs, doctorants et techniciens. J'ai travaillé également avec plusieurs bureaux d'études au Maroc et actuellement, je forme les bureaux d'études au Maroc, que ce soit donc à Tanger ou bien à Rabat, ou bien à Casablanca, ou bien à Agadir, et ainsi de suite. Voilà, donc, si vous voulez, c'est une brève introduction, une présentation. Et pour passer, pour concrétiser, si vous voulez, les choses, je vais commencer à parler sur l'intervention de l'ingénierie des inondations. Premièrement, je vais commencer à parler sur les projets urbanistiques. Alors, vous voyez, ça, c'est parmi les projets que j'ai chapeautés ici au Maroc. Alors, je vais utiliser le laser, voilà. Donc, on peut utiliser les études de protection, on peut élaborer les calculs hydrologiques et les calculs hydrauliques pour le compte, peut-être pour protéger, par exemple, donc un complexe résidentiel, ça c'est un complexe R+1, c'est réalisé à Tanger. La même chose ici, R+3 à Tanger, un autre complexe R+3, donc ça serait toujours au nord du Maroc. Ce sont des groupements de villas, bien sûr. Ça c'est R+7, R+6 à Tétouan. Donc vous voyez l'intervention des études de protection pour la conception des projets urbanistiques. Donc voilà, ça c'est le premier champ d'application. Un autre champ d'application, c'est l'intervention dans le secteur industriel. Et là, donc, j'ai l'honneur de participer à plusieurs projets industriels ici au Maroc. Surtout, ça c'est le premier corridor élaboré ici au Maroc. C'est le corridor, ça c'est un tronçon du corridor Mzinda Phosphate Hub, avec le client OCP, l'Office chérifien du phosphate au Maroc. Il consiste l'élaboration d'une plateforme à peu près d'une largeur de 85 mètres. Je dirais ça c'est un couloir industriel qui comporte plusieurs ouvrages de dessalement pour le traitement de l'eau dessalée au niveau de la mer et pour qu'on puisse l'acheminer au niveau des territoires et on peut l'injecter au niveau des territoires bien sûr. Également ici il y a des ouvrages de traitement du phosphate pour la production de l'acide phosphorique et des engrais. Donc, je dirais que c'est un couloir industriel qui mérite bien sûr d'élaborer des études hydrologiques et hydrauliques plus poussées. Également, ou bien personnellement, moi j'ai travaillé sur un tronçon de 12 km. C'était un tronçon complètement inondable. Et voilà, donc ici on a élaboré les calculs hydrologiques nécessaires et ici surtout on a travaillé avec un modèle de D. Pourquoi? Parce que le fonctionnement hydrologique des différents bassins versants qui débouchent au niveau des projets, au niveau des corridors, on appelle donc ça un fonctionnement hydrologique spécial, nommé fonctionnement hydrologique en nappe. On distingue plutôt deux types de fonctionnement. Il y a un fonctionnement hydrologique concentré et en nappe. On va parler sur ça. En nappe, c'est un fonctionnement, ou bien ce sont des épaulements diffus, ou bien ce sont des épaulements qui sont multidirectionnels, qui attaquent le projet. Donc, dans ce cas-là, c'est difficile d'élaborer ou bien d'utiliser un modèle 1D, vu les limites des modèles 1D, bien sûr. Et dans ce cas-là, donc, on s'est orienté vers l'élaboration d'un modèle de D avec une topographie plus détaillée qui reflète bien sûr le maximum possible la topographie étudiée. Un autre projet,
Ça, c'est un projet situé au sud du Maroc. C'est un projet donc nommé PFC, Phosphovoca Fertilizer Complex, avec le client OCP aussi. Également, ça, c'est un projet qui s'allonge sur une surface à peu près de 100 hectares. Et l'objectif ici, c'est la construction de plusieurs unités industrielles pour le traitement des phosphates et la protection de l'acide phosphorique et des engrais. Et dans ce cas-là, bien sûr, on s'est orienté vers les calculs vers l'élaboration des calculs hydrologiques et les calculs hydrauliques 1D et 2D couplés pour qu'on puisse donc protéger donc le complexe contre les inondations et ainsi, bien sûr, la proposition des aménagements de protection adéquats ou bien conformes avec les contraintes du site. Également, un troisième projet, donc j'essaie de vous donner donc l'intervention concrète. Ça, c'est un projet en Espagne qui cible la réalisation et l'implantation des panneaux solaires. En effet, ici, je vais ouvrir une parenthèse parce que la plupart des gens, ils pensent que la performance des installations des panneaux solaires, elle dépend uniquement du soleil. Et toutefois, il ne faut pas oublier qu'elle dépend aussi de l'eau, et pas seulement du soleil. Donc, dans ce projet-là, c'est un projet qui s'allonge sur à peu près 120 hectares et qui vise une production annuelle horaire entre 60 et 70 gigawatts par heure, ce qui nécessite plus de 100 000 panneaux solaires. Le problème ici, c'était quoi? Il faut faire attention. Si jamais vous allez travailler avec un projet comme celui-là, il faut faire attention parce que ces panneaux solaires, ils concentrent les eaux ou bien les écoulements, surtout au niveau des pieds de rangée. Donc, il faut faire attention au problème des érosions, bien de problèmes d'affouillement. Et là, dans ce cas-là, dans ce projet également, on a proposé deux solutions. Bien sûr, passant par la délimitation du bassin versant, toujours l'élaboration des calculs hydrologiques. Surtout ici, on a travaillé avec un modèle hydrologique de type Louis-Déby, vu la topographie du site. Et également, on a proposé un modèle 2D pour la visualisation des hauteurs d'écoulement et surtout les vitesses d'écoulement pour qu'on puisse proposer les aménagements de protection adéquates avec les contraintes du site toujours. Et dans ce cas-là, on a proposé donc des écoulements pour briser la vitesse. Et également, il y a une autre solution, c'est la solution végétalisée. Il s'agit d'une couverture organique biodégradable qui permet donc de protéger les sols nus et favoriser la végétation par la suite. Donc toujours, je vous conseille toujours, jamais, moi personnellement, jamais j'ai travaillé un projet, j'ai pas pensé aux dimensions environnementales. Il faut toujours dépasser l'approche du génie civil et les critères de dimensionnement hydraulique, voire parfois on doit aller pour tenir compte même les aspects fonctionnels, paysagers et les aspects socio-environnementaux. Donc c'est pour cela qu'on doit essayer toujours de chercher donc une harmonisation de l'ouvrage projeté avec le site pour tenir compte de la dimension environnementale, bien sûr. Voilà, donc un autre projet, ça c'est une station d'épuration ici au Maroc, à Tétouan. La même chose, toujours on doit passer par la délimitation du bassin versant, l'élaboration des calculs hydrologiques nécessaires et le montage et l'élaboration des calculs hydrauliques, que ce soit les calculs 1D et 2D et ainsi la proposition des schémas d'aménagement. Voilà, donc ça c'est pour le secteur industriel. Un autre secteur, c'est le secteur touristique. Donc, vous voyez ici, donc, on a travaillé également sur des complexes multifonctionnels. Ça, c'est un complexe touristique à Tanger. Un autre complexe ici touristique, donc, ça c'est situé à Taza, proximité de Taza. Ça, c'est un autre complexe touristique à Tanger. Ça, c'est le dernier projet que j'ai réalisé. Il s'agit donc la protection d'un projet de vente des produits de terroir et d'un parc de jeux aquatiques. Toujours, c'est la même chose. Si vous comprenez le principe, sachez très bien que c'est simple. Si vous comprenez le principe, c'est très très simple. Si vous maîtrisez l'hydrologie, si vous maîtrisez les calculs hydrauliques, vous pouvez élaborer n'importe quel projet, vous pouvez maîtriser n'importe quel projet. On peut aller on va naviguer vers les projets d'infrastructure de base et également ça, comme je dirais, donc ça c'est parmi les derniers projets que j'ai réalisés aussi.
Donc ça, c'est au niveau des États-Unis. Un barrage qui est appelé donc Shasta Dam, c'est le barrage Shasta, voilà. Il s'agit donc de la protection des villes à l'aval des barrages. Donc on s'est orienté vers l'élaboration d'un modèle couplé 1D 2D pour capturer la rupture des barrages et pour modéliser la rupture des barrages, surtout au niveau donc des quelques secondes. Et ainsi, donc, on peut élaborer plusieurs scénarios pour protéger les schémas d'aménagement adéquats. Je travaille également sur un projet de réalisation d'un tronçon LGV. Il y a une grande vitesse ici, surtout le tronçon Knétra-Tanger. Également, j'ai travaillé à Burkina Faso sur un cours d'eau qui s'allonge parallèlement avec une autoroute. Donc l'objectif ici, c'était de protéger l'autoroute contre l'érosion. Donc on passe toujours par les mêmes étapes. Également, on peut parler sur les projets de conception des ponts. Voilà. L'aménagement d'une station hydrométrique aussi. Surtout ça, c'est un projet exceptionnel. Surtout, on a travaillé avec un débit qui est plus grand. C'est un débit qui à peu près qui dépasse les 700 mètres cubes par seconde. Dans ce projet, le client veut aménager une nouvelle station hydrométrique. Toutefois, il y avait une station hydrométrique existante, mais toutes les mesures ont été biaisées lors des passages des fortes crues. Donc, c'est pour cela que le client veut aménager une nouvelle station hydrométrique et on s'est orienté ici toujours vers la délimitation du bassin versant, les calculs hydrologiques et les calculs hydrauliques. Surtout ici, on a proposé donc la canalisation des cours d'eau pour maîtriser les débits et pour maîtriser l'écoulement au niveau, bien sûr, des cours d'eau. Les études des barrages, ainsi de suite. Autre chose, on peut parler sur les études de protection pour des villes. Par exemple ici, la ville de Tanger, Oujda, Skhera, j'ai travaillé à Bosneka, Mohamedia. Voilà, donc sur plusieurs villes. Voilà, donc c'est juste pour vous donner l'intérêt, bien l'application concrète de l'ingénierie d'inondation, ou bien des calculs hydrologiques et hydrauliques au niveau des projets urbanistiques, industriels, touristiques ou bien les projets d'infrastructures de base. Voilà. J'ai oublié donc, si vous avez des questions, on laisse les questions vers la fin, Inch'Allah, du séminaire. Essayez juste de noter vos questions pour ne pas oublier bien sûr les questions. Comme ça, donc, vers la fin du séminaire, je vais vous donner bien sûr la parole pour vous poser vos questions et on peut s'échanger donc comme vous voulez, donc j'ai aucun problème. Voilà, donc ça c'est une vue d'ensemble sur la modélisation hydraulique, que ce soit un D2T, mais avant de parler sur la modélisation hydraulique, voilà, j'ai mis ici un schéma qui récapitule la plupart les phases principaux pour l'élaboration des études de protection, bien de prévention pour n'importe quel secteur. On commence principalement par la délimitation du bassin versant. Voilà, donc c'est la première phase, c'est la délimitation du bassin versant. Et là, si je parle sur la délimitation du bassin versant, vous savez qu'actuellement, on travaille avec les analyses automatiques. Actuellement, on travaille avec des outils tels que l'outil QGIS par exemple, ou bien l'ArcGIS, ou bien Global Mapper. Personnellement, moi, je travaille beaucoup sur l'outil Global Mapper. On peut travailler également sur WMS, sur E4CMS. Il y a une dizaine des outils qui permettent la délimitation du bassin versant. Mais il faut faire attention. Hein. Pas toujours on peut s'orienter vers les analyses automatiques. Parce que parfois, surtout si vous travaillez sur des zones qui se caractérisent par une topographie plate, comme les plaines par exemple, dans ce cas-là, c'est difficile d'utiliser les analyses automatiques ou bien la délimitation automatique pour la délimitation du bassin versant. Surtout si on a un fonctionnement hydrologique spécial, c'est ce qu'on appelle des écoulements en nappe. Si vous avez des écoulements en nappe, ou bien des écoulements multidirectionnels, ou bien des écoulements diffus, dans ce cas-là, l'analyse automatique ou bien les algorithmes programmés au niveau des outils des analyses automatiques trouvent du mal à délimiter un seul sens d'écoulement. Pourquoi? Parce que les analyses automatiques, quand on parle par exemple sur l'ArcGIS, donc ça dépend principalement, ça dépend de la pente et la direction d'écoulement. Donc si vous avez un bassin versant avec un réseau hydrographique bien marqué,
avec des cours d'eau profonds qui interceptent bien l'écoulement, des crêtes bien visibles. Dans ce cas-là, les analyses automatiques vont vous donner des résultats comparables aux analyses cartographiques. Il ne faut pas oublier que la base, toujours, c'est les analyses cartographiques. Hein. Ça, c'est la base de la délimitation. Donc, si on a ces conditions, si on a un bassin versant bien marqué, avec des crêtes bien visibles, des réseaux bien profonds qui vont intercepter, acheminer le fonctionnement hydrologique, tout simplement, dans ce cas-là, les analyses automatiques seront le meilleur choix, bien sûr. Ils vont vous donner des délimitations comparables et très, très, très proches aux analyses cartographiques. Mais faites attention, quand on parle sur les plaines, où les différences des altitudes sont très faibles, dans ce cas-là, les algorithmes de calcul trouvent du mal à distinguer un seul sens du coulement et ce qui pourrait biaiser la délimitation du bassin versant. Et si la délimitation du bassin versant, eh bien, si vous n'arrivez pas bien à figer la limite du bassin versant, ça pourrait impacter énormément sur les résultats des calculs hydrologiques et par la suite sur les calculs hydrauliques. Donc, il faut faire attention, la délimitation du bassin versant, c'est la première phase, c'est le premier défi qu'on traite, surtout la partie bureautique. Donc, il faut faire attention, il faut donner une importance particulière à la délimitation du bassin versant. Surtout pour les bassins versants qui se localisent dans les plaines, ou bien surtout pour les très petits bassins versants. Alors, parfois, moi également, j'ai chapeauté des projets où on était obligé de compléter les analyses cartographiques par des visites de terrain. Parfois, c'est difficile vraiment de figer la limite du bassin versant sans visite de terrain. Donc, j'insiste toujours sur la visite de terrain pour n'importe quel projet. La visite de terrain, ça vous donne une meilleure compréhension, une meilleure maîtrise du fonctionnement hydrologique et hydraulique, ce qui facilite, après la tâche bien sûr de la délimitation, et en plus, ça vous donne l'avantage de caler le modèle, parce que les modèles hydrologiques, ça reste juste une expérience numérique. Ça n'a aucun sens, bien sûr. Donc, il faut caler le modèle, il faut l'adapter au contexte local du bassin versant pour refléter le maximum possible les caractéristiques hydrauliques et hydrologiques du bassin versant. Donc ici, j'insiste sur la délimitation du bassin versant et principalement, on peut se baser sur deux types d'analyses. Donc, il y a les analyses cartographiques et il y a les analyses automatiques. Alors, quand on parle sur les analyses cartographiques, on peut se baser principalement sur les cartes topographiques, que ce soit à l'échelle 1 sur 25 000, 1 sur 50 000, 1 sur 100 000. Parfois, on peut se baser sur des restitutions s'il existe. Voire parfois, on est obligé de compléter, d'orienter les analyses cartographiques par des visites de terrain ou bien par des analyses des images satellites qui sont disponibles au niveau du Google Earth. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, quand on parle sur les analyses automatiques, on parle principalement sur les outils SIG, ou bien l'outil GlobalMapper. Et là, on se base principalement sur les données topographiques qui sont disponibles au niveau du web, que ce soit les données SRTM, ou bien les données GDEM, ou bien les données ALOS qui se caractérisent par une résolution spatiale de 12,5 mètres. Donc voilà. Je vous donne quelques exemples. Voilà. Ça, c'est un exemple d'un bassin versant qui est inférieur à 2 km². Quand on s'est orienté en premier lieu on s'est basé premièrement sur les cartes topographiques, surtout ici à l'échelle 1 sur 25 000, parce que le bassin versant était petit. Donc, on n'a pas vraiment arrivé à figer ou bien trouver la limite du bassin versant. C'est pour cela qu'on est obligé de compléter l'analyse cartographique sur la carte topo 1 sur 25 000 par des visites de terrain. Et en parallèle, on s'est basé sur une vision ou bien une analyse 3D sur l'outil Google Earth. Et comme ça, donc, vous pouvez voir que une fois donc on a réalisé les visites de terrain, vous pouvez facilement délimiter ou figer la limite du bassin versant juste visuellement. Et ce qui montre ici une correspondance parfaite avec les analyses par les images satellites. Donc, je dirais ici dans ce cas-là, la visite de terrain avec l'analyse des images satellites, ça permet d'orienter les analyses bien sûr cartographiques. Là, si dans ce cas-là, si vous
vous voulez utiliser les analyses automatiques, c'est difficile vraiment donc de délimiter un bassin versant avec une surface inférieure à 2 km² par les analyses automatiques. C'est très très difficile. Surtout quand on part sur les MNT de 30 mètres de résolution spatiale, que ce soit SRTM ou bien G2M, c'est vraiment difficile. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Normalement, quand on part sur par exemple, les données SRTM ou bien G2M, on part sur ce qu'on appelle les MNT. On part sur, ce sont les données bien sûr topographiques disponibles au niveau du web, on part sur les modèles, c'est l'abréviation modèle numérique de terrain. Mais c'est pas exact, hein, parce que c'est juste pour simplifier, on part sur les MNT. Mais si vous voulez vraiment utiliser le mot exact, c'est les modèles numériques de surface. C'est pas des modèles numériques de terrain. Pourquoi? Parce que les capteurs satellitaires, ils n'ont pas l'opportunité, ils n'ont pas la capacité d'intégrer au niveau du sol et donc d'intégrer au niveau de la végétation. Donc, ils captent juste ce qu'on appelle l'information surfacique. Donc, si vous avez par exemple des constrictions, si vous avez de la couverture végétale comme ça, des constrictions, les capteurs satellites, voilà, je vais utiliser une autre couleur. Les capteurs satellites, ils vous donnent juste l'information surfacique. Ils captent juste l'information surfacique. Ici. Et quand on part sur l'information surfacique topographique, on part sur le modèle numérique de surface. Donc, dans ce cas-là, on doit faire vraiment des pré-traitements plus poussés pour switcher, pour aller du modèle numérique de surface vers le modèle numérique de terrain exploitable pour les calculs hydrologiques et pour les calculs hydrauliques. Également, je profite de cette occasion pour parler également d'une autre chose, c'est que même les modèles numériques du terrain, ça ne permet pas vraiment, bien les données topographiques disponibles dans le web, ne sont pas adaptées pour les calculs hydrauliques 2D, surtout les calculs hydrauliques 2D. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la capacité de refléter, ou bien de bien refléter le lit mineur. Donc, il faut faire attention. Hein. Pour les calculs hydrauliques, au moins on doit avoir des levées topographiques, ou bien, moi j'ai travaillé avec, je dirais, donc plusieurs sources de données topographiques. J'ai travaillé avec des levées bathymétriques, couplées avec le lidar. J'ai travaillé avec le lidar, j'ai travaillé avec des levées topographiques. J'ai travaillé avec des restitutions, j'ai travaillé avec des MNT de 30 mètres. Et là, dans ce cas-là, au niveau de l'outil Global Mapper, on peut faire ce qu'on appelle une comparaison spatialisée. Je vous donne l'exemple d'un projet qu'on a réalisé ici au niveau du Maroc. C'était un projet sur la protection d'un complexe touristique sur une surface de 40 hectares. Là, l'administration, vu la surface un peu donc énorme du projet, on était obligé d'aller pour faire des levées topographiques. Mais l'administration elle m'a demandé comme quoi je dois être sûr avant de lancer les levées topographiques parce que le coût était un peu élevé et je dois être sûr avant de lancer ou bien je dois au moins donner si vous voulez donc une approche pour justifier le choix des levées topographiques à la place des MNT. Et là, dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on appelle une comparaison spatialisée. C'est-à-dire qu'on peut faire l'écart entre le levé topo réalisé, moins l'MNT, par exemple, de 30 mètres. Et là, on a trouvé des écarts qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres de différence. Il faut faire attention. Alors, 10 mètres, c'est pas facile, hein. Surtout quand on travaille sur des plateformes. Juste une optimisation de quelques centimètres ou bien de 1 mètre, ça peut coûter des millions de dirhams pour les plateformes. Hein. Donc, il faut faire attention. C'est pour cela que j'insiste toujours, je conseille toujours mes ingénieurs ou bien les bureaux d'études, il ne faut pas hésiter, il ne faut jamais hésiter à investir au niveau des travaux topographiques. Parce que ça mérite. Et confiance à moi, les travaux topographiques, même s'ils seront plus coûteux, ils vont être rentabilisés au niveau des études. Je vais vous montrer par la suite quelques preuves parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais ça c'est un séminaire. J'essaie de vous donner juste l'essentiel, une aperçu général. Sinon,
C'est l'intérêt de programmer la formation suivante, Inch'Allah, avec le centre CEH. Voilà. Je vais ajouter juste, notre remarque, c'est que ici au Maroc, moi personnellement, j'ai fait une collaboration avec le SRTS au Maroc. C'est le Centre Royal de Télédétection Spatiale. Alors, le Centre Royal de Télédétection Spatiale, il a essayé de faire des pré-traitements très poussés sur un émetteur de 30 mètres. Et malgré ça, on continue à avoir des écarts énormes qui peuvent aller jusqu'à 3 mètres ou bien 4 mètres. Et comme je dirais 3 mètres ou bien 4 mètres pour des plateformes, on doit s'orienter vers les analyses topographiques pour optimiser au niveau surtout des projets. Donc ça, c'est juste entre parenthèses. Voilà, donc ça c'est pour la délimitation du bassin versant. Donc il faut faire attention, la délimitation du bassin versant, c'est une étape qui est récurrente, c'est incontournable dans les calculs hydrologiques. Donc si vous arrivez à bien figer la limite du bassin versant, vous allez par la suite, donc les calculs hydrologiques vont être plus corrects et vont refléter le maximum possible le fonctionnement hydrologique. Un autre point à citer, surtout sur le volet de la délimitation des bassins versants, j'ai travaillé ici au Maroc sur des villes pour la protection contre les inondations des villes, surtout la ville de Mdiona et la ville de Titmlil ici au Maroc. Ces deux villes, ils se caractérisent par un écoulement en nappe. C'est-à-dire, je vais vous montrer donc, j'ai l'image ici. Voilà, ça c'est la ville de Mdiona. Voilà. Alors ici, si vous visualisez bien les masses satellites, vraiment ici vous n'allez pas trouver, il n'y a pas un cours d'eau qui traverse le centre. Il n'y a pas ici un cours d'eau. Vous voyez ici, il y a donc des terrains dénudés, il y a de la couverture végétale, il y a de l'urbanisation. Il n'y a pas un cours d'eau sur le terrain. Mais lors du passage des fortes crues, on peut avoir ici des écoulements qui fonctionnent seulement face aux fortes crues. Ce sont des couloirs qui génèrent des écoulements ici. Vous voyez ici les écoulements. Mais en réalité, au niveau du terrain, on n'a pas vraiment un cours d'eau qui est marqué. On n'a pas un cours d'eau. Alors, dans ce cas-là, c'est difficile de délimiter le bassin versant sans visite de terrain. Donc, il faut faire des visites de terrain, il faut comprendre le fonctionnement hydrologique et par la suite, on peut aller délimiter le bassin versant. Et même au niveau de la modélisation hydraulique, je sais que parmi vous, ceux qui ont déjà utilisé un peu, même à titre d'initiation, le logiciel ECRAS, ils vont comprendre ce que je vais dire tout de suite. C'est que parfois, au niveau de l'outil ECRAS, parmi les paramètres d'entrée, bien les données d'entrée, c'est l'hydrogramme de crue. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois, si vous n'avez pas un cours d'eau réel au niveau du terrain, on est obligé d'aller travailler avec les données de pluie. C'est-à-dire qu'on peut élaborer un modèle pluie-débit imbriqué au niveau de l'ECRAS. Bien sûr, à l'époque, il n'y a pas l'opportunité de faire ça au niveau d'ECRAS, mais actuellement, avec les nouvelles versions, on peut faire le tout au niveau d'ECRAS. Donc, il y a la possibilité de passer par cette modélisation hydrologique, voire plus poussée jusqu'à la modélisation hydraulique de type pluie-débit pour la visualisation des lames d'eau, des vitesses, des PHE, pour visualiser la zone inondable, carte d'avancement des fronts d'inondation, la carte d'ALIA et ainsi de suite. On peut exploiter beaucoup plus de résultats. Voilà. Autre chose à dire, c'est que dans la délimitation du bassin versant, vous voyez maintenant qu'on peut faire, pour la délimitation du bassin versant, moi également, j'ai donné des formations de plus de 2 heures, voire 14 heures, juste pour la délimitation du bassin versant. Il y a pas mal de choses à dire. Sinon je vais vous donner juste les points principaux, ou bien quelques points, je ne peux pas donner tous les points, bien sûr. Autre chose également, il faut faire attention, c'est que parfois, au niveau de la délimitation du bassin versant, et quand on s'intéresse pour le calcul des ruissellements, et bien les calculs hydrologiques, la délimitation du bassin versant doit tenir compte de ce qu'on appelle l'existence des ouvrages linéaires. Et quand on part sur les ouvrages linéaires ou bien les barrières artificielles, je pars également sur des routes, je pars sur peut-être des remblais, je pars sur des digues, je pars sur des pistes,
je pars sur des ouvrages en ceinture. Également, si vous avez un bassin versant et après, vous avez l'aménagement des routes, la route peut impacter énormément le fonctionnement hydraulique, voire parfois il peut basculer. Vous voyez ici, il peut basculer, ou bien il peut dévier l'écoulement totalement vers un autre bassin versant. Et là, je dirais dans ce cas-là, le bassin versant à l'état actuel, il constitue juste, c'est l'intermédiaire entre, juste la partie intermédiaire entre l'ouvrage linéaire, ici, et entre l'exutoire. J'ai travaillé sur des bassins versants où il y a la présence de l'impact des ouvrages linéaires, sans tenir compte des ouvrages linéaires. On a trouvé à peu près une superficie de 20 km², et avec la présence, tenant compte de la présence des ouvrages linéaires, on a réussi, ou bien on a trouvé une réduction, ou bien une déviation de presque de 40% de la surface du bassin versant. Donc c'est énorme, hein? 40%, c'est énorme. Et ça va impacter bien sûr le fonctionnement hydrologique par la suite et les calculs hydrauliques par la suite. Je vais vous donner quelques exemples. Je vous donne principalement l'exemple ici au niveau de l'entrée de la ville de Bejdid ici au Maroc. Ça, c'est à proximité de El Jadida, de la ville de El Jadida. Alors, quand on a travaillé sur la délimitation du bassin versant, tenant compte des analyses cartographiques et des analyses automatiques, surtout les analyses cartographiques, on a trouvé que ça c'est la limite du bassin versant. Voilà, ça c'est la limite à l'état. Si vous voulez, pré-traitement, si vous voulez. Voilà, la continuité ici en rouge. Voilà, ça c'est le bassin versant avant les visites de terrain et avant les analyses plus poussées. Voilà. Ça c'est l'exutoire ici. Ça c'est l'amont ici. Mais comme quoi, donc on s'est orienté toujours par les visites de terrain pour s'assurer, pour être sûr de la limite du bassin versant. On a trouvé qu'au niveau du terrain, il y avait l'aménagement de plusieurs ouvrages linéaires. Alors je dirais principalement, ça c'est l'autoroute El Jadida, Casablanca. Voilà. Et il y a également la voie ferrée ici, la voie ferrée de l'ONSF ici, voilà, ça c'est la voie ferrée, et l'intersection de l'autoroute ici, avec ici, il y a l'aménagement aussi, il y avait l'aménagement d'une route provinciale ici. Alors vous voyez l'intersection ici, je vais utiliser le laser pour vous montrer. Donc l'intersection ici de l'autoroute et la route provinciale, ici il y a la mise en place d'un passage supérieur sur un remblai bien sûr d'accès, ce qui impacte le fonctionnement hydraulogiquement. Donc, l'écoulement ne continue plus vers la ville de Bejdid, mais l'écoulement, il est basculé, il est dévié vers la ville ici de Hidsouel. Donc, presque ici, presque 30%, bien 40% du bassin versant a été dévié. Et de l'autre côté, ici, par l'aménagement vu l'aménagement de l'autoroute, il y avait la création de plusieurs ouvrages de traversée ici. C'est principalement, ce sont des dallots ici. Donc, l'écoulement, il se concentre ici au niveau des ouvrages de traversée, au niveau des dallots. Et le cheminement hydraulique, il continue ici vers l'entrée de la ville de Bejdid. Donc, le bassin versant qui constitue l'état actuel, c'est cette limite-là. Alors ça, c'est un exemple parfait qui illustre parfaitement l'impact, bien sûr, des ouvrages linéaires sur la délimitation du bassin versant. Donc, 40% du bassin versant a été dévié, presque, donc, on a réussi à atteindre le débit de presque 50% à peu près. Voilà. Il y a pas, je dirais pas qu'il y a une relation linéaire avec la limite du bassin versant et les équations empiriques, mais ça, c'est par hasard au niveau des projets, mais il n'y a pas une corrélation vraie ou bien linéaire entre les deux. Ça c'est juste entre parenthèses. Voilà. Donc ça, c'est sur l'impact des ouvrages linéaires sur la délimitation du bassin versant. Sinon, il y a plusieurs exemples. Donc, j'essaie de vous donner juste, de vous attirer l'attention, surtout, à l'impact des ouvrages linéaires. Il y a une autre problématique, quand on parle sur la délimitation des bassins versants, surtout ici au Maroc. J'ai travaillé également sur plusieurs axes, surtout l'autoroute El Jadida Safi. El Jadida Safi, c'est une autoroute ou bien le tracé de l'autoroute, intercepte plusieurs dépressions topographiques. Voilà. Ça, c'est une problématique fréquente ici au Maroc. C'est la problématique des dépressions topographiques. Eh bien, c'est ce qu'on appelle ici au Maroc
les diets, voilà. Ce qu'on appelle les dépressions topographiques. Alors, ces dépressions topographiques, ils jouent un rôle très, 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 très important, surtout au niveau de l'aménage des crues. Au niveau de l'autoroute de Jadida Safi, le tracé de l'autoroute, il intercepte plus de 100 dépressions topographiques, avec des dimensions variables. Hein. On a trouvé on peut avoir des dépressions topographiques de dimensions de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, voire jusqu'à 7 mètres, 10 mètres. Hein. Donc, 10 mètres de profondeur pour une dépression topographique, vous pouvez imaginer la capacité d'absorption et de l'aménage de ces dépressions qui peuvent avaler parfois et peuvent avaler complètement le fonctionnement hydraulique. Et là, dans ce cas-là, si vous avez un point aval au niveau du bassin versant, il faut l'éliminer. Ça sert à rien. Vous voulez aménager un ouvrage de protection à l'aval et tous les écoulements ont été absorbés au niveau du bassin versant. Et dans ce cas-là, on parle des bassins versants endoriques. Des bassins versants endoriques. Ce sont des bassins versants où les écoulements restent piégés au niveau du bassin versant. Ou bien on peut parler sur ce qu'on appelle des bassins versants sans exitoire. Donc, si jamais vous avez entendu par un bassin versant sans exitoire, c'est un bassin versant où les écoulements restent piégés ou bien qui se caractérisent par des dépressions topographiques, parce qu'on peut avoir des crues, on peut avoir des ruissellements, mais à l'aval, on a des dépressions topographiques qui laminent, qui absorbent tous les écoulements, et dans ce cas-là, si on a un point aval, il faut l'éliminer. Donc, on parle sur des bassins versants sans exitoire. Je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est un exemple aussi d'un bassin versant donc en aval de la ville de Bejdid, ici. Alors, vous voyez ici que l'axe d'écoulement, c'est facilement identifiable, mais également ici, vous voyez les cercles rouges, ce sont des dépressions topographiques. Donc, ces dépressions topographiques, donc, premièrement, on s'est orienté vers l'analyse de la capacité de l'aménage de ces dépressions parce qu'on doit vérifier si est-ce que les écoulements continuent vers l'exitoire ou bien les écoulements ils vont être absorbés ou bien laminés avant d'atteindre l'exitoire. Et dans ce cas-là, on peut faire des études plus poussées jusqu'à consulter ce qu'on appelle les données d'apport annuelles, ou bien ce qu'on appelle les courbes HSV. Ce sont des données qui sont élaborées par les agences du bassin hydraulique ou bien par la direction météorologique nationale. Donc, on est obligé d'intégrer les données des apports, bien les données des apports annuels surtout, au niveau des modèles, ou bien au niveau des modèles hydrologiques, pour s'assurer de la capacité de l'aménage de ces dépressions topographiques. Voilà. Donc, pour clôturer un peu, donc, sur le volet de la délimitation du bassin versant, je vais vous montrer, ça c'est le corridor dont je vous ai parlé, c'est le corridor total donc, que j'ai chapeauté avec le client au CP, à un linéaire s'allant sur plus de 150 km. Alors, également, moi je travaille sur un tronçon de 12 km ici, qui est complètement inondable. Je vous donne juste la manière en général, pour un peu clôturer avec la délimitation du bassin versant. La meilleure manière, c'est quoi? La meilleure manière, c'est toujours de joindre tout ce qui est analyse automatique et tout ce qui est analyse cartographique. Parfois, quand on travaille sur des grands projets comme ça, on ne peut pas se baser uniquement sur les analyses cartographiques. Sinon, c'est une opération qui est fastidieuse, qui va consommer beaucoup plus de temps. On ne peut pas rester des jours, voire des semaines juste au niveau de la délimitation des bassins versants. Ça va impacter même le temps de livraison des projets délivrables, bien sûr. Donc, la meilleure manière, c'est quoi? C'est que, premièrement, je vous donne la philosophie de la délimitation pour un grand projet, pour ce projet de Mzid la France Fatra, de 150 km. Qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est au niveau de la délimitation des bassins versants. On a commencé, premièrement, à superposer tous les exitoires que vous voyez ici des différents bassins versants, ou bien le tracé du corridor. On peut le superposer, premièrement, sur la carte topographique. Et une fois on superpose le tracé sur la carte topographique et sur un émetteur de 30 mètres, on peut commencer à générer les différents bassins versants qui interceptent le couloir, bien le corridor.
Une fois on délimite tous les bassins versants, ici, je vous donne ici à peu près, donc ça c'est le modèle hydrologique élaboré pour ce projet, c'est plus de 180 bassins versants. Donc c'est pas facile de délimiter 180 bassins versants avec des analyses cartographiques. Donc c'est pour cela on doit commencer par des analyses automatiques et on peut figer, on peut compléter les analyses cartographiques et comme ça le technicien ou bien l'ingénieur il peut intervenir pour juste valider les amorces des très petits bassins versants pour compléter et corriger les anomalies existantes, surtout par des visites de terrain et par bien sûr des analyses satellitaires. Voilà. Donc ça c'est la meilleure manière, c'est essayer toujours de joindre tout ce qui est automatique et tout ce qui est cartographique et pourquoi pas vérifier ou bien on peut valider même par des analyses satellitaires. Voilà. Également, donc, pour clôturer avec l'axe donc, juste pour les calculs ici hydrologiques, parfois ici, on peut avoir, parce que l'objectif ici, donc, après la délimitation du bassin versant, l'objectif c'est quoi? C'est l'extraction des caractéristiques intrinsèques du bassin versant. Quand on parle sur l'extraction des caractéristiques intrinsèques du bassin versant, on parle principalement sur la surface du bassin versant, sur la longueur du plus long vague, on parle aussi sur la pente, on parle aussi sur l'analyse de l'occupation des sols. Et en plus de ça, donc, on peut se baser sur des données pluviométriques ou bien des données hydrométriques. Donc, ça dépend de la disponibilité, bien sûr, des données. Donc, si on a des données hydrométriques, on peut aller élaborer ce qu'on appelle un modèle débit-débit. C'est-à-dire, si on a des débits, bien des ruissellements qui sont enregistrés au niveau du cours d'eau, on peut donc développer un modèle débit-débit. C'est-à-dire, on peut se baser sur les différents débits maximaux journaliers et on peut aller faire un ajustement statistique pour calculer les différents débits en fonction des périodes de retour. Sinon, si on a des données pluviométriques plus étalées et plus poussées, on peut aller monter ce qu'on appelle un modèle pluie-débit. Donc, il y a deux types de modèles. Il y a les modèles débit-débit et il y a les modèles pluie-débit. Et surtout, les modèles pluie-débit, ce sont des modèles qui nous donnent l'opportunité de capturer l'information hydrologique complète, c'est-à-dire l'évolution totale, l'évolution des débits en fonction du temps. Et l'intérêt des hydrogrammes de crue, parce que ça c'est un avantage de l'utilisation des modèles pluie-débit, l'avantage d'avoir l'évolution complète des débits en fonction du temps, c'est que si on peut faire des études plus poussées ou bien des analyses plus détaillées. On peut exploiter les volumes ici pour dimensionner les bassins de rétention et les barrages. On peut exploiter la valeur maximale des débits pour dimensionner donc les ouvrages de traversée ou bien les dalles, ou bien les buses, ou bien les digues, ou bien ainsi de suite. Par contre, si on se limite seulement par les modèles débit-débit, ici, on peut calculer juste le débit maximal. Contrairement à l'exploitation des données pluviométriques ou bien des modèles pluie-débit, ils vont nous donner donc une information hydrologique plus complète et plus détaillée, donc jusqu'à le calcul bien sûr des volumes, le calcul des débits pour faire des analyses plus poussées et des analyses plus détaillées. Voilà. Donc ça c'est l'objectif de la phase bien des calculs hydrologiques. Ça c'est l'objectif, c'est de calculer ce qu'on appelle l'hydrogramme de crue. Donc soit en se basant sur des débits enregistrés au niveau des cours d'eau, soit en se basant sur les données pluviométriques, soit en se basant sur ce qu'on appelle des méthodes de transposition. C'est ce qu'on appelle les méthodes de transposition. Et quand on parle sur les méthodes de transposition, parce que parfois, même je vous donne ici le cas ici au Maroc, on a des zones d'action, on a des bassins versants qui dépassent les 20 000 km² et on trouve juste un réseau hydrométrique de 25, de 30 stations hydrométriques. Ce qui ne permet pas vraiment d'avoir une bonne compréhension des fonctionnements hydrologiques. Alors je dirais que le réseau hydrographique aménagé par les agences du bassin hydraulique ici au Maroc, c'est très très limité. Donc c'est pour cela on n'a pas la possibilité toujours d'exploiter les données des débits. Donc on s'oriente, la plupart du temps on s'oriente vers ce qu'on appelle des méthodes de transposition. C'est-à-dire s'il y a un bassin versant limitrophe qui dispose des débits, on peut exploiter
les débits du bassin versant de la station limitrophe, ou bien de référence, on peut aller l'utiliser au niveau du bassin versant cible, ou bien du bassin versant des projets. Mais à condition, il faut garantir les conditions, il faut avoir une similitude physique, il faut avoir des similitudes même climatologiques, au niveau de l'équipation des sols. Donc, il y a plusieurs conditions qui bien sûr, qui conditionnent, si vous voulez, l'utilisation, ou bien qui limitent parfois l'utilisation des méthodes de transposition. Si vous avez deux bassins versants avec des surfaces énormes, ou bien des surfaces totalement différentes, et parfois vous pouvez avoir un bassin versant de 100 km², un autre bassin versant de 10 km². Dans ce cas-là, c'est pas évident de faire la transposition. Également, je note, je vous attire l'attention sur un point très 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 important qui n'est pas abordé, même au niveau de la plupart, si vous consultez même le YouTube, la plupart des chaînes, c'est l'impact de la forme. C'est l'impact de la. Ça, c'est un article que vous pouvez donc pour les gens qui élaborent leur article doctoral ou bien qui font leur doctorat, vous pouvez penser vraiment à ce sujet. C'est l'impact de la forme du bassin versant sur la transposition. Parfois, on peut avoir des deux bassins versants avec la même surface. C'est bien, on peut faire la transposition, mais toutefois, pas la même forme. Un bassin versant avec une forme, donc, je dirais une forme ramassée, un bassin versant avec une forme allongée. Alors, dans ce cas-là, donc, la forme du bassin versant peut impacter énormément donc, la transposition, et je ne vais pas entrer dans les détails, sinon il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc une fois on a l'hydrogramme de Cree, bien on a l'évolution des débits en fonction des temps, ou bien au minimum on a la valeur des débits de pointe, on peut aller utiliser l'hydrogramme comme données d'entrée. Donc ici on peut conclure que pour élaborer un modèle hydraulique ou bien les calculs hydrauliques, que ce soit un 2 et 2D, on doit avoir l'hydrogramme de Cree. Donc, pour généraliser un peu, on peut dire que le stade hydrologique ou bien les calculs hydrologiques, ce sont des données d'entrée très 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 importantes pour alimenter les modèles hydrauliques. Mais pas seulement l'hydrogramme de Cree, mais on aura besoin de la topographie. Et quand je parle sur la topographie, pas forcément vous aurez besoin de la topographie totale du bassin versant, mais juste il faut avoir une topographie qui couvre le lit mineur, et là donc on doit avoir les données topographiques nécessaires pour qu'on puisse refléter le maximum possible donc le fonctionnement hydraulique. Donc juste la couverture totale du cours d'eau c'est suffisante, mais là on doit avoir donc les données topographiques vraiment très très précises, surtout si on part sur un modèle 2D. Voilà. Donc une fois on a la topographie et l'hydrogramme de Cree, on peut aller donc monter les calculs hydrauliques, que ce soit un D ou bien 2D. Et là, je vais parler sur les différents résultats qu'on pourrait avoir. Donc voilà, vous voyez ici plusieurs captures. Donc voilà, donc on peut donc modéliser donc des dallots. On peut générer donc bien la zone inondable. Voilà, ça c'est un projet R+7. Vous voyez, ça c'est la limite du projet. Donc on commence principalement par ce qu'on appelle une modélisation à l'état initial pour voir l'impact, pour visualiser donc la zone inondable. Est-ce que les débordements, est-ce qu'ils touchent la limite du projet, mais est-ce qu'ils touchent le projet? Donc on peut visualiser la limite de la zone inondable, et également on peut visualiser même les hauteurs du coulement. Et quand on parle sur la zone inondable, juste pour évaluer l'impact du fonctionnement hydraulique sur le projet, et si je parle sur les hauteurs d'écoulement ou bien les PHE, les codes des plus hautes eaux, c'est essentiellement pour le calage du projet. Parfois, on peut proposer une variante de surélévation des projets. On veut surélever par exemple la plateforme. Donc pour surélever la plateforme, on aura besoin des valeurs des hauteurs d'écoulement ici. Donc pour surélever bien sûr la plateforme, généralement on peut surélever la plateforme, on peut se baser sur la cote des plus hautes eaux, bien la hauteur d'écoulement, plus 50 centimes, voire 70, 80 centimes. Ça dépend du remblai, ça dépend de plusieurs critères. Mais en moyenne, on travaille avec 50 centimes. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt des hauteurs d'écoulement. Également, on peut exploiter les hauteurs d'écoulement pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques. Donc, si vous voulez dimensionner un talot,
dimensionner une buse, dimensionner une digue. Donc, on aura besoin, bien sûr, des hauteurs d'écoulement. Ça, c'est pour le projet de l'implantation des panneaux solaires. Alors, et principalement, on se focalise sur les vitesses d'écoulement. Alors, vous voyez ici, il y a des vitesses qui sont plus fortes ici, surtout au niveau des micro-chaumeaux ici, au niveau de concentration qui est des rangées des panneaux solaires, et là, au niveau du cours d'eau principal. Donc ici, il faut, en se basant sur la vitesse, on peut proposer, on peut dimensionner, on peut anticiper le diamètre convenable tenant compte de la vitesse, que ce soit le diamètre des embranchements, bien des gabions, bien ainsi de suite. Donc ça, c'est l'intérêt, bien sûr, des vitesses. Donc c'est pour le dimensionnement. Des ouvrages de protection, bien des enrochements, bien des gabions. Également ici, je veux vous donner donc une remarque qui est très 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 importante, c'est que c'est parmi les limites de la modélisation. Hein. Alors, quand on parle sur un modèle 1D, 2D, il y a une différence. Parce que le modèle 1D, surtout si on parle sur le terme de la vitesse, sur côté vitesse par exemple, le modèle 1D, il suppose, si vous prenez par exemple un profil en travers, comme ça, pour le modèle 1D, la vitesse c'est moyenne. Il suppose une vitesse uniforme, une vitesse moyenne, tout au long du profil en travers. Alors que, par contre, pour le modèle 2D, la vitesse c'est variable. Et ça, c'est la réalité, bien sûr. Puisque ici, donc, surtout au niveau des berges, on a des frottements, on a des pertes de charge. Donc, la vitesse est beaucoup plus petite en comparant avec le fond. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle 2D. Et par contre, si on peut aller jusqu'à un modèle 3D, on peut parler sur une variation même verticale au niveau de la vitesse. Pas seulement latérale comme le modèle 2D, mais même verticale. Et surtout, les modèles 3D sont beaucoup plus adaptés pour les ouvrages spéciaux, que ce soit que ce soit les barrages, que ce soit donc les ouvrages de dissipation, et ainsi de suite. Donc, c'est pour les ouvrages spéciaux. Mais sinon, ici, pour la plupart des études de protection, on se focalise seulement sur les modèles 1D, 2D. Sinon, pour les ouvrages spéciaux, on peut aller donc élaborer des modèles 3D, ou bien on peut proposer même des modèles réduits au niveau des laboratoires, ce sont des modèles physiques qui servent comme variante, bien sûr, pour les ouvrages spéciaux, surtout les ouvrages où il y a la turbulence les plus fréquente. Si je parle sur le modèle 3D, donc le problème des modèles 3D, c'est que les logiciels, le tarif des logiciels, c'est très 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 coûteux. Je dirais c'est l'abonnement annuel du logiciel Flow 3D, ça coûte plus de à peu près 250 000 $, quelque chose comme ça, à l'environ comme ça. Donc c'est pas rentable, même ici au Maroc, c'est pas rentable. Moi également, j'ai essayé d'utiliser le modèle 3D. Mais c'est un modèle 3D, j'utilise un modèle 3D qui est gratuit. Il s'appelle OpenFOAM. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un logiciel qui s'appelle OpenFOAM. Ça, c'est un logiciel gratuit de modélisation 3D. Mais le problème, c'est que ça nécessite beaucoup plus de temps pour maîtriser le logiciel. C'est un peu compliqué. Moi également, j'ai travaillé avec ce logiciel. J'ai encadré même des PFE dans le cadre du logiciel OpenFOAM, mais une fois j'ai trouvé que le logiciel c'est pas du tout rentable ici au Maroc, surtout donc on peut se limiter juste par le modèle 2D fait le toit. Donc c'est pour cela donc à une certaine époque donc j'ai annulé l'utilisation des logiciels et se concentrer avec les modèles 1D et 2D. Voilà. Donc on peut également donc ça c'est un modèle 1D dans Dalo. Donc ça, c'est une autre problématique, donc sans entrer dans les détails, comment on peut modifier le terrain, comment on peut creuser, ainsi de suite. Donc l'essentiel ici, ça c'est un profil en travers d'un Dalo, ça c'est un profil en long, qui illustre parfaitement le fonctionnement hydrologique adéquat. Ça également, ça c'est un projet, les plus récents projets que j'ai réalisés. Ça c'est au niveau du Congo, oui, en collaboration avec une entreprise, un bureau d'études. Donc, ça concerne donc, un tronçon qui s'allonge sur plus de 3 km pour la modélisation de plus de 7 ouvrages, plus un ouvrage de dissipation ici pour briser ou pour calmer la vitesse. Ça, c'est le projet de la plateforme industrielle du traitement du phosphate situé au nord du Maroc que j'ai parlé au début du séminaire. Alors, vous voyez que complètement, donc, ici, quand on s'est basé sur la modélisation hydraulique, on s'est basé sur
sur l'état d'avancement initial du site. Vous voyez les terrassements du projet. Ça, c'est en 2022. Et également, donc, dans ce projet, c'est basé sur un LIDAR. Donc, ça, c'est un LIDAR. Le LIDAR, il a l'avantage de pénétrer au niveau du sol et au niveau de la couverture végétale. On utilise des lasers, soit on peut travailler soit par des lidars portés par avion, bien embarqués par drone. Ici au Maroc, principalement, on utilise beaucoup les lidars emportés par avion. Vous voyez ici donc le détail du terrain. Donc c'est un lidar avec une résolution spatiale de 1 centime. Surtout ici au niveau du terrain, le terrain se caractérise par une topographie plate. Il y a plusieurs dépressions ici, il y a plusieurs choses. Donc ça, c'est juste la modélisation à l'état initial. Par la suite, ici, on a proposé des ouvrages de transfert, on a proposé des galeries souterraines, on a proposé surtout il y a ici l'effet de la mer sur le projet. C'est ce qu'on appelle l'effet aval sur l'amont. C'est ce qu'on appelle la hauteur des pluies vivants, le PVE. C'est le niveau de la marée. Et ici, donc, on a proposé un ouvrage anti-clapet pour éviter les retours éventuels de la marée, pour ne pas donc perturber le projet. Donc, c'est une combinaison de 3 variantes. D'abord un ouvrage d'interception, un ouvrage de transfert plutôt, d'hôpital de 2 fois 2 mètres, et ici un clapet anti-retour. Ça également, c'est un autre projet touristique. Vous voyez la limite du projet. Ça, c'est la limite de la zone inondable. Après, bien sûr, la proposition d'une digue ici. Voilà. Ça, c'est un modèle 2D. Alors, vous voyez que l'écoulement est maîtrisé et la plateforme elle est maintenue hors contact, hors débordement. Également, donc, on peut proposer plusieurs choses avec la modélisation hydraulique. On peut proposer, ça, c'est ce qu'on appelle des ouvrages de déviation. Voilà. Des débris, il y a des ouvrages pour piéger les débris. Donc, on peut modéliser ça par un modèle 2D. On peut également donc proposer, ça c'est un ouvrage de dissipation ici avec un dado. Donc, on peut proposer donc plusieurs variantes, plusieurs choses avec un modèle bien sûr 2D. Et un modèle bien sûr avec la modélisation hydraulique en général. Également, ça c'est un autre projet touristique avec ça c'est un complexe multifonctionnel. Où il y a ici des hôtels 5 étoiles, il y a plusieurs complexes résidentiels. Donc, je dirais c'est un couloir touristique. Et ici, on s'est orienté vers la proposition d'un ouvrage de traversée pour canaliser les écoulements. C'était également donc un dalo. Voilà, un dalo donc de 2 fois 2 mètres. Ça, on peut proposer des digues aussi, ou bien des murs de protection. Donc, on peut proposer plusieurs choses pour l'élaboration des calculs hydrauliques. Donc, parmi les sorties, je vous rappelle, on peut exploiter la zone inondable, on peut exploiter la hauteur d'écoulement pour le dimensionnement des ouvrages de protection, on peut exploiter la vitesse, bien sûr, pour la protection, on peut exploiter pas mal de choses, on peut exploiter beaucoup plus de résultats. Surtout, c'est ce que je vais traiter tout de suite, pour vous donner la parole, pour vous poser vos questions, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les cartes d'Alia. Alors, quelle est la différence entre la cartographie des zones inondables et la carte d'Alia? Alors, quand on part sur les zones inondables, ça, par exemple, c'est une patate inondable, c'est une zone inondable. Donc, le problème avec les zones inondables, c'est qu'on peut pas, parfois, on peut avoir une zone complètement inondable. On peut avoir ici des constrictions. Il y a des gens qui ont déjà ici, qui ont déjà construit donc ça fait des centaines d'années. Donc, on ne peut pas aller ici, venir et dire aux gens, interdire la construction, seulement parce que ces gens se localisent dans des zones inondables. Donc, c'est pour cela qu'on s'est orienté vers la classification de la zone inondable selon 3 niveaux. Donc, les plans de prévention contre les risques des inondations, ou bien les études de prévention contre les risques des inondations, c'est un règlement qui oriente, ou bien qui permet la classification des zones inondables selon 3 niveaux. Donc, on peut classer la zone inondable selon 3 niveaux d'ALIA. Il y a des zones avec un ALIA qui est fort, c'est en rouge ici. Ça, c'est une carte d'ALIA. Avec un ALIA qui, on peut dire ici, donc en vert, c'est un ALIA, en vert et en jaune, c'est un ALIA moyen.
et on enregistre, ce sont des zones avec un aléa qui est faible. Donc, pour un aléa qui est faible, et un aléa moyen, on peut donc autoriser la construction avec des restrictions. On peut proposer du surpassement, on peut proposer des ouvrages de protection pour canaliser les écoulements, on peut proposer des surélévations, donc on peut autoriser la construction, mais avec des restrictions qui sont bien sûr ciblées ou bien proposées par les PPRI. Alors que pour les zones qui se caractérisent par un fort aléa, c'est totalement une zone qui est donc destinée ou bien qui est proposée vierge contre la construction. On peut interdire la construction donc totalement. Donc, vous voyez que les PPRI, c'est un règlement qui oriente et qui vise à anticiper donc la protection des différents projets selon les différents secteurs, contrairement aux zones inondables qui sont un peu limitées. Ici au Maroc, je dirais que actuellement pour les agences du bassin hydraulique, ce sont des agences qui sont chargées des études d'aménagement du bassin versant. On a ici au Maroc presque 12 entités hydrologiques ou bien hydrauliques. Maintenant, c'est obligé de passer par l'élaboration des cartes aléas pour toutes leurs zones d'action, pour tenir compte du développement territorial, urbanistique, touristique, ainsi de suite. Et on peut faire ça avec les crasses de D surtout, on peut faire ça avec les crasses de D. C'est une combinaison entre les hauteurs d'écoulement et les vitesses en se basant sur les tableaux qui sont programmés. Donc voilà, donc sinon il y a plusieurs des choses à dire, donc je pense que je vais vous donner la parole. Donc pour ceux qui ont des questions, quelque chose comme ça, c'est juste un séminaire, donc on ne peut pas donner le tout. C'est pour cela donc on propose la formation suivante en collaboration avec le centre. On va proposer une formation qui va récapituler tout ça, qui va englober tout ce que j'ai dit maintenant. C'est-à-dire, vous aurez l'opportunité. Je m'excuse si vous entendez un peu de bruit parce que actuellement je suis déplacé juste dans une zone ici. Donc demain, Inch'Allah, je serai chez moi et j'utilise mon fibre optique, donc on n'aura pas de dérangement, bien sûr. Voilà. Donc la formation qu'on propose prochainement, c'est une formation qui va récapituler tout ce que j'ai dit. À partir, on peut scinder la formation en deux, ou bien on peut commencer à partir de la délimitation des bassins versants jusqu'à l'exploitation et les post-traitements des résultats des calculs hydrauliques. Donc je vais proposer des ateliers pratiques en parallèle avec la théorie, bien sûr. C'est-à-dire je vais vous donner la théorie et on va organiser des ateliers pratiques. Chaque atelier va cibler donc un projet spécifique. Par exemple, un atelier sera dédié seulement pour le dimensionnement des ouvrages hydrauliques et la modélisation des ouvrages hydrauliques. Un DAL ou bien une bus, par exemple. Un autre atelier pour les ponts. Un atelier pour une plateforme résidentielle. Si le client veut aménager, par exemple, veut construire une plateforme résidentielle bien urbanistique, comment on peut modéliser la plateforme, comment on peut proposer la surélévation, comment on peut proposer les différentes solutions, comment on peut canaliser le cours d'eau, comment on peut proposer des murs de protection, parfois on peut proposer des enrochements pour la protection de la limite de la plateforme, avec la prise en considération de la servitude bien sûr, bien des domaines publics hydrauliques, c'est ce qu'on appelle le DPH. On va proposer un autre atelier pour une plateforme touristique, un atelier semblable qui propose par exemple comment vous pouvez creuser un ouvrage souterrain. C'est le cas de la plateforme que j'ai réalisée ici. Donc si vous vous rappelez ici, la plateforme que j'ai réalisée au sud du Maroc, c'est cette plateforme-là. Donc on va proposer un programme qui récapitule la plupart des situations. Chaque atelier, il va représenter une situation précise. Comme ça, vous aurez une vision générale. Vous pouvez traiter la plupart des projets avec que ce soit bien, peu importe bien sûr le secteur. On va proposer même pour les barrages, donc le tout, Inch'Allah. Je vous donne la parole, donc si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Voilà. Oui.
Monsieur Khadim, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. C'était très intéressant. Alors, moi, j'avais une question. Quand vous travaillez sur un immeuble, quand vous voulez déterminer les risques d'inondation sur une construction d'un immeuble, comment vous déterminez la cote plus haute eau? Voilà, c'est une très bonne question. Alors, pour la détermination de la cote des plus hautes eaux, c'est ça l'intérêt de la modélisation hydraulique. Donc, on se base principalement sur un modèle, sur les modèles hydrauliques. Donc, c'est-à-dire, on commence par la délimitation du bassin versant, premièrement. Après la délimitation du bassin versant, on va élaborer les calculs hydrologiques. On peut utiliser, par exemple, la méthode rationnelle, ou bien la méthode QEDB, ou bien la méthode FLE2, Hazel-Hazelovich. Il y a plusieurs méthodes. Après les calculs hydrologiques, on passe à l'élaboration des modèles hydrauliques sur le logiciel ECRAS. Donc, pour le calcul des hauteurs des hauteurs du plus hautes eaux, les PHE, on se base principalement sur l'outil ECRAS. Moi, je vous propose l'outil ECRAS parce que c'est un outil qui est très performant. Je dirais que, merci pour cette question, je dirais qu'il y a plusieurs logiciels pour la modélisation hydraulique. Il y a les logiciels DALWA. Je sais bien que vous avez déjà entendu parler des logiciels Mike. Il y a le Mike 21, il y a le Mike E20, il y a le logiciel, c'est ce qu'on appelle les logiciels DALWA. Et il y a les logiciels canadiens et américains. Moi, personnellement, dans la plupart des projets, donc, j'utilise souvent le logiciel ECRAS. C'est un logiciel très performant et ça donne des résultats très réalistes. Je vous dis ça par expérience, parce qu'on passe, la plupart des projets, on passe par le calage. Le calage, c'est la comparaison entre les résultats de la simulation et les résultats du terrain. C'est ce qu'on appelle la calibration des modèles. Je vous garantis que parfois, on trouve des écarts de 5 centimes, 2 centimes, 3 centimes. Donc, par rapport à la réalité, c'est un gain. 5 centimes, bien 3 centimes, c'est rien par rapport à la réalité. De toute façon, on verra ça dans la formation. Hein. Oui, on verra ça dans la formation. Oui, dans la formation, on va visualiser tout ça avec le détail. Voilà. Merci. Mais par exemple, donc vous tenez pas compte du niveau du niveau plus haute eau de la nappe, par exemple, parce qu'il y a aussi la contribution de la nappe. Parfois, ça peut y avoir une remontée qui peut dépasser même la côte radiée de l'immeuble. Donc, je sais pas si vous ne tenez pas compte de la côte plus haute eau des nappes, est-ce que cela peut impacter, par exemple, vos calculs hydrauliques, par exemple? Très bonne question. Parfait, monsieur Khalim. Très bonne question. Alors, je vais vous répondre. En tout cas, la prise en compte des écoulements souterrains ou bien des écoulements hypodermiques, merci pour cette question vraiment, hein, parce que c'est pas une question. Si on pose des questions, si on pose en plus de questions, parfois donc on exploite le maximum des formateurs. N'hésitez pas donc, même si pour les membres qui vont Inch'Allah nous rejoindre au niveau de la formation, je vous conseille, pour moi, j'ai aucun problème. Vous pouvez poser des questions comme vous voulez, pour exploiter le maximum du formateur, bien sûr. Alors, je dirais que pour la prise en compte des écoulements souterrains ou bien les écoulements hypodermiques, monsieur Axel, je vais juste répondre sur Khadim, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Je vous donne la parole. Donc, pour la prise en compte des écoulements souterrains ou bien des écoulements hypodermiques, parfois on peut avoir des écoulements même hypodermiques ou bien subsurfaciques. Donc, on peut avoir des écoulements de surface et s'il y a des résurgences, surtout au niveau des zones karstiques, on peut avoir des volumes d'eau acheminée qui peuvent alimenter les écoulements de surface, c'est ce que vous venez de dire maintenant, et qui peuvent impacter énormément le fonctionnement hydrologique aval. Alors, dans ce cas-là, la prise en compte des écoulements souterrains ou bien hypodermiques ou bien subsurfaciques doit être confirmée avec les enregistrements
avec les enregistrements des données au niveau de la zone, ou bien par des visites de terrain, ou bien par les exploitants, bien les intervenants au niveau de la zone. Exemple, ici au Maroc, on a les agences du bassin hydraulique, ce sont ceux qui sont chargés par les mesures hydrogéologiques des nappes ou bien des écoulements subsurfaciques. Donc, la prise en compte de ces types d'écoulements, il est tenu en compte au niveau du calcul hydrologique, c'est-à-dire avec le calcul des débits, ici. C'est dans cette phase. C'est ici. Hein. C'est ici on peut tenir compte donc l'existence des écoulements, ou bien l'impact des écoulements subsurfaciques ou bien souterrains. C'est ici, pour le calcul de l'hydrogramme, avant d'aller vers les calculs hydrauliques. Parce que ces apports latéraux, ou bien ces résurgences qui viennent des écoulements souterrains, elles peuvent impacter énormément le fonctionnement hydrologique avant le bien le débit. Si vous avez des résurgences, par exemple, de 30 mètres cubes par seconde, et si vous faites les calculs hydrologiques avec la délimitation, différentes formules empiriques, ainsi de suite, si vous trouvez un débit de 60, donc vous devez ajouter les 30 mètres cubes par seconde. Une fois qu'on ajoute les 30 mètres cubes par seconde, on peut aller tenir compte de l'hydrogramme de Cricq comme données d'entrée pour alimenter le modèle hydraulique et pour générer les différents résultats hydrauliques d'une manière correcte, tenant compte bien sûr de l'existence des écoulements souterrains. Vous venez, ça c'est au niveau de la phase hydrologique, c'est bon? Ok, et merci. Parce que moi je calcule le niveau. J'ai l'habitude de calculer le NPH, on l'appelle NPH, le niveau plus haut de la nappe, en tenant compte des zones de marée et tout ça. Donc, si on arrive à déterminer cette cote et qu'on couple ça avec le modèle hydraulique, bon là, ouais, on aura le résultat. On aura l'occasion, M. Khadim, on aura l'occasion de voir tout ça, Inch'Allah. D'accord, merci. Merci. On aura l'occasion de voir des choses qui sont plus poussées que ça. Merci, ouais, merci. Voilà, merci. Oui, Monsieur Axel. Si vous m'écoutez, M. Axel. Oui, bonjour. Bien. Bonjour, oui, vous m'entendez? M. Bayala, oui, monsieur. Bonjour, monsieur le formateur. Bonjour. Vraiment, merci pour votre présentation. Ça m'a beaucoup plu, donc ça a été intéressant. Mais j'ai une question. Oui. Nous savons que la plupart des modélisations idéologiques et hydrauliques sont faites dans nos contrées. Nous savons que nous n'utilisons pas de station hydrométrique. Et vous avez parlé d'une méthode qu'on appelle la méthode rationnelle. J'aimerais savoir en consiste cette méthode et quelle est sa spécificité. Dans ma lecture, donc, j'ai fait un master. Bon, cette partie, j'ai vu faire la partie, mais bon, le fait qu'il y a des masses de données, j'ai mis un point à ça, donc j'aimerais comprendre. Je trouve du mal à vous suivre parce que le son, c'est pas bon, un peu. Oui, je voudrais savoir. Approchez le micro un peu, s'il vous plaît. Pardon? Comme ça. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro un peu pour vous entendre parce que je trouve du mal à vous suivre. Hein. Ok, je voudrais savoir comment fonctionne la méthode rationnelle. Comment on applique la méthode rationnelle et quand? Ok, parfait. Alors pour la méthode rationnelle, vous savez que la méthode rationnelle, elle dépend de 3 paramètres. Elle dépend du coefficient de ruissellement qui caractérise les pertes, elle dépend de la surface du bassin versant et elle dépend de l'intensité de la pluie. Donc pour la méthode rationnelle, je dirais que si vous voulez voir même la littérature de l'utilisation de la méthode, elle est recommandée pour les petits bassins versants qui ne dépassent pas 15 km², voire 10 km². Pourquoi? Parce que si vous analysez la relation entre les paramètres intrinsèques du bassin versant et le débit, la méthode rationnelle suppose que la pluie est uniforme. Pourquoi? Parce que si vous calculez l'intensité, vous allez insérer une seule intensité. Donc c'est comme vous supposez que la pluie est uniforme sur le bassin versant. Mais dans la réalité, ça c'est pas juste. Surtout quand on parle sur des grands bassins versants. On peut avoir donc l'hétérogénéité de la pluie.
à l'échelle de l'espace, même à l'échelle du temps. Donc c'est pour cela on peut accepter l'hypothèse de l'uniformité de pluie dans les très petits bassins versants. Si on a un très petit bassin versant, on peut dire que voilà, on peut avoir une pluie qui est uniforme, on peut donc l'appliquer. Donc ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que la méthode rationnelle, elle est adaptée beaucoup plus pour les zones urbaines. Surtout les zones qui ne tiennent pas en compte les dépressions topographiques. On n'a pas un coefficient vraiment qui caractérise les dépressions topographiques au niveau de la formule rationnelle. Donc, si vous avez des dépressions topographiques, vous devez aller vers la méthode peut-être SCS, Soil Conservation Surface, bien NRSCS, on va voir ça dans la formation. Ce sont des méthodes qui permettent de tenir compte des dépressions topographiques. Et aussi, au niveau de la méthode rationnelle, le problème de coefficient de ruissellement, c'est que c'est un coefficient de ruissellement, il faut faire attention, surtout au coefficient de ruissellement. Pourquoi? Parce que des petites différences ou bien une mal-estimation du coefficient, ça pourrait donc doubler le débit. Donc c'est un coefficient qui est très très sensible. D'où on doit passer par des analyses de sensibilité ou bien parfois on doit passer par des corrections. Parce qu'il faut faire attention, il y a des tables de la littérature qu'on exploite pour le calcul du coefficient de ruissellement, mais le problème c'est qu'il y a des tables qui ne tiennent pas en compte la variation du coefficient de ruissellement avec la période de retour. Vous savez que le coefficient de ruissellement il dépend de l'occupation des sols, n'est-ce pas? Donc si vous avez la saturation, le ruissellement va augmenter. La saturation, elle est atteinte surtout avec les événements les plus lourds, les périodes de retour les plus élevées, 50 ans, 100 ans, ainsi de suite. Donc cette relation période de retour coefficient de ruissellement n'est pas tenue en compte des tables de littérature. Moi également, j'ai l'honneur de participer au Maroc à des études plus poussées pour tenir compte de l'impact de la période de retour au niveau du coefficient de ruissellement. On a utilisé plusieurs tableaux de référence, on s'est basé sur plusieurs bassins versants. Et là, je vais vous donner donc, je vais partager avec vous au niveau de la formation, le tableau corrigé, le tableau qui tient en compte la période de retour pour ne pas biaiser bien sûr les résultats par la méthode rationnelle. Donc il faut faire attention, merci pour cette question, il faut faire attention en application des méthodes empiriques. Il faut comprendre d'une manière approfondie les différents paramètres qui constituent les différentes formules empiriques. Il y a même, ici au Maroc, on utilise même des formules régionales. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu par la formule Malégoutier? Bien la formule FOLE2, ce sont deux formules qui sont largement utilisées ici, donc Maroc, Tunisie, l'Algérie, ainsi de suite. Malheureusement, ici au Maroc, on commence à les utiliser sans calage. Il y a des formules qui nécessitent des calages. Mais parfois, juste dernièrement, j'ai donné une formation aux agences du bassin hydraulique qui sont chargées par ces études et j'ai fait un séminaire sur l'application de la méthode rationnelle même pour des bassins versants moyens. Parfois, on est obligé d'appliquer la méthode rationnelle pour des bassins versants de 60 km² ou bien 50 km². Pourquoi? Parce que la formule rationnelle, elle dépend des caractéristiques physiques réelles du bassin versant. Ça reste beaucoup plus mieux que les méthodes régionales qui ne sont pas calées. Ils sont calés au niveau d'autres contextes. Je vous donne juste l'exemple de la méthode SCS. Si vous connaissez la méthode SCS Curve Number, c'est par le HMS. Du coup, on va traiter ça au niveau de la formation, c'est pas grave. Ce sont des modèles qui sont régionaux. Donc, si on se base, parfois, si on n'a pas l'opportunité de caler les paramètres au contexte local du bassin versant, au contexte des pluies, la formule rationnelle et Berkeley-Ziegler, on va voir ça, ça reste beaucoup plus mieux que les méthodes régionales calées hors domaine. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, donc je vous écoute. Oui, vous pouvez prendre la parole, donc je ne sais pas. Bonjour, monsieur le formateur. Bonjour. Je vous remercie pour votre belle présentation. J'ai une question. Vous venez d'insister sur le calage. J'aimerais vous demander quelles sont les données que nous avons besoin pour faire un bon calage. Voilà, donc également pour le faire le calage, on se base essentiellement sur les stations hydrométriques. Je peux vous montrer ici une formule. Voilà, calage.